Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie que j'ai jouée au dernier championnat de France d'échecs à Agen. Donc une vidéo type analyse échecs. Voilà pour qui ce format vous avait manqué. Donc voilà, je régale. Voilà, me remerciez surtout pas. Petite vidéo analyse échecs. On est au championnat de France à Agen en avril 2023. Pour remettre dans le contexte, on est à la 5e partie et j'ai 2,5 points sur 4. Donc voilà, super début de tournoi. Je fais des perfs contre des 1800, une nulle et une victoire contre des joueurs à 1800 Elo. Et donc pour l'instant c'est un début de tournoi super. Et là j'affronte un 2100 Elo, donc quelqu'un de plutôt fort, mais il a un peu loupé son début de tournoi, il est genre, dans mes souvenirs il a 2 sur 4. Et donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à tirer, il y a peut-être une perf à aller chercher, sachant que je me sens bien. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer cette partie. Bref, on perd pas plus de temps, on va se lancer. C'est parti. Donc pour cette partie j'ai les pièces blanches et je joue le coup D4. L'adversaire me répond D5, je joue C4, le gambit dame, qu'il refuse avec E6, je joue le coup cavalier F3, développement, et mon adversaire joue le coup C5. C5, un coup très intéressant. Alors pourquoi il est intéressant? C'est parce que il utilise son pion C pour mettre la pression sur mon centre, c'est une forme de tarrache. Au lieu de l'utiliser pour défendre son centre, il préfère être plus agressif et mettre beaucoup de tension au centre. Donc moi je me désintéresse de tout ça, je joue G3. Mon adversaire joue cavalier F6, donc il continue à se développer. Je joue le coup fou G2. Je mets mon fou en fianchetto, voilà, qui contrôle la grande diagonale. Mon adversaire joue fou F7. Lui aussi il se désintéresse du centre, hein, même s'il y a de la tension partout. On préfère tous les deux privilégier le développement. Et enfin je réagis au centre et je joue le coup C prend D5. C'est une idée assez connue des Tarraches. L'idée c'est que sur E prend D5 qu'il a joué, il y a certaines parties où on joue directement D prend C5, fou prend C5, et on joue contre ce pion isolé. Un pion isolé, pourquoi on dit qu'il est isolé? C'est parce qu'il est isolé des autres pions. Sur les autres colonnes à côté, il n'y a pas de pion, et donc ce pion est une faiblesse. Mais après sa reprise, je ne décide pas de prendre son pion, je préfère roquer. C'est un choix complètement raisonnable. Le centre, c'est un peu ouvert, et il risque de continuer à s'ouvrir. Du coup, je préfère roquer pour éviter les problèmes. Lui aussi, il fait petit roc, voilà, très classique. Je joue cavalier C3, développement, il fait pareil cavalier C6, et là je vais jouer un coup très surprenant. Je vais jouer le coup fou E3. Fou E3, coup très spécial, du coup, qui met une pression sur le pion C5. Du coup, mon adversaire doit réagir, mais c'est une décision un peu compliquée pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude que ce fou soit là. Et en fait, cette préparation, elle vient d'une partie que j'ai vue sur Internet, d'ailleurs, où il avait joué avec les Noirs déjà. Et c'était déjà au championnat de France de l'année d'avant. Alors c'est un peu compliqué, mais je suis allé sur Internet, dans la base de données qui est sur Internet pour les forts joueurs. Donc lui étant un joueur à 2100 Elo, il a une partie comme ça dans la base, et son adversaire lui avait joué fou E3, et lui, il avait perdu avec les noirs. Du coup, je sais que ça allait le surprendre, et que ça allait sûrement pas le mettre très bien. Alors pourquoi fou E3 c'est un coup surprenant? Bah le fou déjà il est plutôt mal placé, hein. On a l'habitude de le voir plutôt en F4 ou en G5, et parce que là il tape directement dans le pion, mais ce coup a l'avantage de directement mettre une pression sur le pion C5. Parce que là je menace directement en fait pion prend C5. Du coup, bah mon adversaire il est surpris, et forcément, parce que déjà, outre le fait que ce soit un coup mystérieux, il a déjà affronté ce coup. Il avait déjà affronté un adversaire qui lui avait joué ce coup, et en plus il avait perdu. Du coup, mon objectif aussi avec ces deux coups, c'était de me mettre dans un état psychologique qui est pas très bon. Mon adversaire, du coup, qui va défendre son pion, et il a pas 100 000 moyens, il joue C4. Il a pris plutôt longtemps, hein, quand même, pour réfléchir à ce coup. Donc il pousse son pion et il enlève la menace directe. Donc moi, je suis toujours dans la prépa, et j'envoie cavalier E5. Donc mon cavalier, je le mets sur une belle case centrale, et mon idée, c'est que bah il peut pas l'enlever, parce que s'il prend, je prends. Le cavalier, il va en G4, où il recule, mais dans tous les cas, je viens prendre le pion D5 qui est sans surveillance. Du coup, mon adversaire joue H6. Pourquoi H6? C'est parce que il veut éviter tout ce qui est fou G5. Maintenant que mon fou est ici, et bah, il tape juste dans le pion et fait rien. Du coup, j'ai l'objectif de le replacer en G5 ou en F4. Imaginons, il joue un coup comme A6, bah là, je peux faire fou G5, par exemple, puis menacer déjà des fou prend, et le pion qui est là sans surveillance. Et ensuite, moi, je viens jouer le coup B3. Mon objectif, c'est de casser son centre. Donc là, vous voyez, il a un fort centre de pion. Et mon objectif, c'est de casser cette structure. Donc j'envoie le pion B3 et je menace donc pion prend, cavalier prend. Donc il a pas trop le choix, il prend. Je prends de la dame, je suis toujours dans ma prépa. La dame attaque le pion D5 et elle s'active, tout simplement. Du coup, mon adversaire joue le coup cavalier A5. Il a pas trop le choix, en fait, parce que ce pion, voilà, il a attaqué 3 fois. Comment on le défend? Eh ben, on peut pas le défendre.
Et donc le seul coup, et c'est encore la partie qu'il avait jouée l'année dernière, l'année d'avant, donc il doit connaître un peu, mais le temps qu'il se remémore cette partie, tous les plans, etc., il prend quand même beaucoup de temps. Et il me joue le coup cavalier A5, il a pas trop le choix. Du coup, mon idée, c'est que j'ai pas le temps de prendre parce qu'il prend ma dame. Si je prends de la dame, il y a le cavalier qui défend. Du coup, je dois bouger ma dame. La partie qu'il avait jouée l'année dernière, l'adversaire avait joué dame C2. Moi, je décide de jouer dame B2 pour rester sur la colonne. Dans tous les cas, après ce coup, je suis hors préparation. Donc, belle prépa de 13 coups. Et j'ai une partie très intéressante qui va s'offrir. L'adversaire qui joue A6, son idée c'est de jouer B5 pour prendre de l'espace à l'aile roi. Alors ça, je le repère assez rapidement. Et je me dis que le coup le plus simple à jouer, c'est on trouve l'idée adverse, donc B5, bah on l'empêche, on joue A4. Donc là, évidemment, on peut plus jouer B5. Du coup, il joue cavalier C6. Il revient avec son cavalier. Son cavalier est mal placé sur le côté. Il revient. Maintenant, il n'y a plus nécessité de... Le pion est assez défendu, du coup, tout va bien. Et là, je réfléchis quand même un moment parce que je sais pas trop quoi faire en fait ici. Mais ce que je sais, c'est que j'aimerais bien prendre encore plus d'espace avec le pion A. Du coup, je me dis, bah le plus simple, c'est de prendre le cavalier, donc c'est ce que je joue. Il reprend. On remarque d'ailleurs que j'ai créé un pion arriéré C. Ce pion est sur ma colonne et en plus c'est à l'arrière de tous les autres pions, c'est une faiblesse. Et là, je suis sur le point de jouer A5. Je vois un truc qui plaît pas sur A5, je vois tout simplement C5. Je fais, bah, il peut se débarrasser du pion. En fait, on se dit, c'est bizarre parce qu'on peut juste prendre le pion. Et moi, dans mes calculs, je sais pas, j'étais peut-être fatigué ou un truc, j'avais vu la fourchette comme ça. La fourchette, il joue D4 en fait. En fait, ce que j'avais oublié dans mes calculs, c'est tout simplement, il y a une tour en l'air de l'autre côté, avec mon fou en flanc et tout. C'est dommage, parce que du coup, ça me plaît pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets d'abord une tour en D1, et je me dis, bah c'est pas grave, je jouerai A5 au cours suivant, mais très rapidement, il joue A5. Et en fait, ce pion fait toute la différence. Pourquoi il fait toute la différence? Parce que maintenant, bah je peux plus prendre d'espace à l'aile roi et son fou se libère un peu. Vous voyez, il a une case en A6. Mon cavalier aurait bien aimé aller sur la case faible C5. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les cases faibles la semaine dernière. J'aurais bien aimé aller sur cette case faible du coup parce qu'elle est plus contrôlable par un pion. Et il y avait un chemin tout tracé, genre cavalier A4, cavalier C5. Mais là je peux plus. Je peux plus parce que je peux plus pousser ce pion bloque, et maintenant je dois faire un chemin beaucoup plus long pour y arriver. Bon, je réfléchis quand même, et puis j'envoie fou F4, le fou qui vient se placer sur la belle diagonale, et il a plus rien à faire ici. Hein. Mon adversaire joue fou F5, et maintenant il se développe tranquillement. Je joue tour AC1, je mets une tour sur la colonne, tape le pion arrière. Mon adversaire qui envoie G5. Alors G5 est très intéressant. Son idée c'est que mon fou est très actif, et ils veulent déloger tout simplement. Alors là on peut dire pourquoi je vais pas directement 5. En fait, j'ai réfléchi, j'ai pensé à fou 5, mais j'ai vu le coup cavalier G4. Et en fait, je me suis dit, bah, je perds mon fou, et en plus, j'ai une structure dégueulasse après. Du coup, j'avais pas très envie, forcément, ça me plaisait pas. Et donc, je décide de mettre mon fou en E3. Alors, pourquoi j'aurais dû jouer fou E5? Parce qu'en fait, sur cavalier G4, ce que j'avais pas prévu, c'est que, bon, on va s'arrêter 2 secondes, et on va regarder juste les pièces. Lui, ses tours, elles sont pas actives. Ces pièces-là, elles sont globalement de même valeur. Ces pièces-là sont globalement de même valeur. Et lui, pareil. Quelque chose comme ça. Mais on remarque que moi j'ai mes tours au centre, et surtout un point très important, c'est que son roi est plus faible que le mien. Il a poussé son pion G5, vous savez aux échecs les pions peuvent pas reculer, c'est-à-dire que son roi sera faible pendant toute la partie. Et donc ce que j'aurais dû analyser, ce que j'aurais dû comprendre, c'est que, sachant que mes tours sont mieux placés et que son roi est faible, j'aurais dû ouvrir le centre, et là j'avais le coup E4. Et E4 c'est magnifique, parce que par exemple D prend E4, bah cavalier prend D4, et puis là tout de suite, bah mon fou il s'ouvre, mes tours elles s'ouvrent, je tape directement sur le pion, je suis très bien, et s'il prend mon fou, bah je peux prendre et j'attaque sa dame. Du coup, je pouvais ouvrir le centre, j'avais le droit. Et c'est ce que je devais comprendre. Et là, je décide de jouer un coup passif, fou E3, mon fou n'a rien à faire là, et vous allez voir que ce fou, il va être nul pendant toute la partie. Mon adversaire, du coup, il profite que le fou est parti de la diagonale et joue tour B8, bien joué, il attaque ma dame. Je joue dame A2, pas trop le choix, hein, je commence à plus avoir beaucoup de coups. Hein. Ça devient inquiétant quand on remarque que la dame n'a plus beaucoup de coups. Alors je peux aller soit en A2, soit en A1, soit en D2. Pour une dame, ça fait pas beaucoup, donc ouais, ça commence à devenir inquiétant. Je joue dame A2, il joue tour E8, donc vous voyez, il commence à placer ses tours sur les colonnes. Je joue cavalier B1. Alors, faut trouver le coup ultra bizarre, et c'est compréhensible, mais c'est quand même le meilleur coup. Là, j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé que des choses pas folles, et donc j'ai joué cavalier B1, ce qui est le meilleur coup. On remet le cavalier sur sa case de départ, et l'idée c'est de le replacer peut-être jusqu'en C5, mais vous allez voir, je vais jamais avoir le temps. Il joue dame D7, il lit ses tours, voilà, ses tours sont liés, il va pouvoir les faire coulisser plus facilement. Je joue fou D2, je tape le pion A5, et un coup que j'avais loupé, je joue fou D8. Il défend son pion A5, et il veut aussi replacer son fou par exemple ici. Son fou n'est pas moins bien placé que ici. C'est complètement raisonnable. Je joue fou 1. Alors pourquoi je joue fou 1 ? Parce que mon pion E2 est attaqué. Du coup, pour que madame serve un peu, bah je décale le fou, et madame défend latéralement le pion E2. Vous voyez, mes pièces, ils commencent à reculer un peu toutes. C'est un peu inquiétant, ouais. Là, je commence à suer.
Moi, je joue dame 6, il s'active vraiment beaucoup. Et puis là, je joue le coup cavalier C3, je sais pas quoi jouer en fait, j'ai pas de coup. Mon cavalier qui avait prévu de faire le trajet jusqu'en C5, là, il est obligé de revenir là pour défendre le pion. L'adversaire joue tour E7, c'est très simple, il veut doubler sur la colonne B, mais je joue E3. Je savais pas quoi jouer en fait, du coup je décide de jouer E3, essayer de consolider, mais en fait ça consolide pas du tout. On remarque que ça affaiblit les cases blanches qui sont ici, et il a un full case blanche et il va pouvoir en profiter, on verra ça plus tard dans la partie. Il joue tour B7, il double. Je joue tour D2, je sais pas vraiment quoi jouer, genre là, ce coup il sert pas à grand chose, mais j'ai pas beaucoup de choix. Du coup il en profite que mon fou ne voit plus le pion A5, et il joue fou E7. Je joue roi F1, je sais pas quoi jouer, genre, limite j'ai envie de faire ça. Il joue roi G7, il a tout son temps, donc il joue roi G7, il est mieux placé. Et là je joue l'erreur de la partie, qui va mettre fin à la partie, cavalier D1. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de trouver comment les noirs gagnent ici. Mais tout simplement, il a joué fou B4, attaque la tour, donc je bouge ma tour par exemple en B2, et mon adversaire va tout simplement exploiter la faiblesse de mes cases blanches comme on a vu précédemment, je m'en fous des 3 échecs, roi G1, et il peut faire tout simplement fou prend E1, et c'est l'abandon, tout simplement parce qu'il a une pièce de plus. Bon, il faut souligner la magnifique partie de mon adversaire. Même s'il a loupé le début de son tournoi, il réagit brillamment avec cette partie où il a joué très très fort, donc bravo à lui, il est pas 2100 pour rien. Bon, moi forcément, voilà, cette partie, je suis un peu déçu. J'ai pas joué très bien, et donc bah forcément je suis déçu, et j'espère rebondir après cette partie dès le lendemain. Et je joue contre un joueur à 1700 Elo. Et j'ai encore perdu. C'est rageant, mais globalement c'est encore normal. Je suis 1500 Elo, il est aux alentours de 1750, et donc c'est normal, le plus important c'est que je m'inquiète pas, et je perds contre un 1300 dès le lendemain. Et là, bah, on voit comment une seule partie, elle peut changer le cours d'un tournoi. J'étais genre à 2,5 sur 4, j'étais très bien, j'enchaînais les perfs, je faisais des perfs, et puis là, une partie contre un 2100, je perds une fois, je perds une deuxième fois contre un 1700 qui était à ma portée, et là, je perds contre un 1300, et je peux vous dire, là, je suis au fond. Mes parties, elles étaient devenues moches, j'étais pas confiant pendant la partie, j'étais stressé avant la partie, beaucoup stressé, genre je cogitais dans la tête, etc. Et tout ça à cause d'une seule partie, quoi, qui avait vraiment changé le cours du tournoi. Pour les joueurs de tournoi, vous savez que perdre 3 parties défilées, c'est compliqué. Pour le moral, dans un tournoi à 9 rondes, là je viens de perdre un tiers des parties à la suite, donc voilà, ça me met au fond. Et c'est surtout les lots de mon adversaire qui m'embêtent, hein. 1300, 1350, c'est vraiment ma portée. Je crois que celui qui m'a battu à 1300 Elo, il s'appelait Mathis. Mathis qui a fait une super partie, hein, bravo à lui. Et oui, et j'étais tellement au fond que lorsqu'il m'a proposé une analyse, du coup quelque chose que je refuse très rarement, bah là j'étais tellement au fond que j'ai dit non, désolé mais je peux pas, je suis trop au fond. Et puis voilà, ça me fait chier un peu, moi c'était pas du tout respectueux de ma part, je suis censé accepter l'analyse, mais là c'est vrai que j'étais vraiment pas bien. Je suis parti de la salle et puis je me suis assis dans un coin pendant 1 heure, je crois. Et là j'ai compris que mentalement ça allait pas du tout. Voilà, quand on est dans un tournoi, qu'on est stressé comme ça dans les parties, et que pendant la partie on joue pas du tout avec confiance, c'est que mentalement il y a un problème en fait. Et ce problème mental, je l'ai pas eu que dans les échecs. Je l'ai aussi eu quand j'ai fait du ping-pong, j'ai fait 10 ans de ping-pong, et dans les compétitions, alors quand j'étais en train de perdre un match, j'avais pas ces sentiments de révolte, je, je m'effondrais sur moi-même, mentalement, et ça c'est terrible. Et c'est encore pire aux échecs, hein, parce que tu peux pas rattraper physiquement ce qui est compensé mentalement aux échecs. Du coup, bah, il restait 2 parties, j'étais au fond, et je voyais pas comment remonter la pente. Et là, le sauvetage, pendant 1 heure, j'ai appelé mon coach, et pendant 1 heure, on a discuté, et il a réussi à me remettre d'aplomb. Je sais pas comment il a fait, mais voilà, on a parlé pendant 1 heure dans la voiture, ce trajet du retour, etc. Il m'a remis d'aplomb, il m'a remotivé, il m'a dit qu'il restait 2 parties, qu'il fallait quand même bien terminer le tournoi. Et donc oui, il me restait 2 parties contre des joueurs à 1300 Elo. L'avant-dernière partie, du coup, j'ai fait nul. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, vu l'état dans lequel j'étais. Et la dernière, j'ai réussi à la gagner. Donc voilà, l'entraîneur qui a carry tout simplement. Merci JP si tu regardes cette vidéo. Cette expérience, elle m'a appris quelque chose d'important, c'est que en fait, une partie d'échecs, c'est une partie. À chaque début de nouvelle partie, l'échiquier il se reset, il est remis à 0. Donc il faut prendre les parties les unes après les autres.
Il faut arriver devant une partie et dire c'est une nouvelle partie, et j'ai encore ma chance de faire la partie de l'année. Moi, par exemple, j'ai pris tout le tournoi des championnats de France comme une seule partie, et dès la première difficulté, je me suis écroulé comme si au fond le tournoi c'était une seule partie, alors que chaque partie du championnat de France était une seule partie en elle-même, et j'avais la chance de remonter. Genre, au lieu de profiter des autres parties pour remonter la pente directement, genre dès le lendemain, reprendre la confiance, réenchaîner et tout, elles m'ont juste enfoncé encore plus comme des sables mouvants. J'espère que cet enseignement marche pour vous aussi, que vous soyez joueur de tournoi ou pas. Si vous jouez juste sur internet, voilà, si vous perdez une partie et que vous en relancez une autre juste derrière, il faut pas commencer à perdre le moral, à perdre la confiance. Il faut se dire que l'échiquier est remis à zéro et que c'est une nouvelle chance de briller et de jouer comme Magnus. Le mental, c'est quelque chose de clé aux échecs et c'est quelque chose que je dois travailler, qu'on doit tous travailler si on veut progresser. Bon bah voilà, j'en ai terminé, vous pouvez retourner à vos occupations. Ouais, avant ça, on passe par la case like et abonnement si vous avez aimé la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et moi, je dis jamais non à un petit commentaire, que ce soit une critique positive, une critique négative, n'importe quoi. Je dis jamais non. Je prends en compte tous les commentaires. J'en ai pas des centaines à lire, donc ça va. Et mon Twitch est en description, voilà, pour ceux qui souhaitent suivre les lives comme d'habitude. Je vais reprendre les lives bientôt. Donc le Twitch est en description. À plus!